Bienvenue dans le dernier épisode de la série de balado Culturepédia. Pour conclure cette série et pour donner suite aux entrevues des épisodes précédents avec des experts du domaine culturel et numérique, nous allons vous présenter Culturepédia, un projet de mutualisation de données et de fiducie d'utilité sociale en données culturelles. Depuis plus de 7 ans, Culture pour tous est impliqué dans la gestion de mesures du plan culturel numérique du Québec, notamment le Lab culturel. Cela leur a permis d'alimenter leur réflexion en observant les enjeux liés à l'intégration du numérique dans les organisations, que ce soit en création, en communication ou en gestion de l'information, ou dit autrement, en gestion de la donnée. Comment les données descriptives d'usage des données de sondage peuvent renforcer et même augmenter l'impact des acteurs et organisations culturelles dans une perspective de long terme. Que ce soit une stratégie de données pour augmenter la découvrabilité des activités proposées ou encore mieux connaître et rejoindre ces publics ou encore travailler à mesurer l'impact social de nos initiatives culturelles. L'importance de mettre la donnée au service de nos organisations est au cœur des intentions de Culture pour tous. Pour présenter ce projet, nous allons recevoir 3 invités. Anastasia Vaillancourt, André Harvey et Véronique Marino. Je vous les présente rapidement. Anastasia Vaillancourt, elle est la directrice des programmes chez Culture pour tous et puis récemment, elle a contribué à la mise en œuvre de la toute première fiducie d'utilité sociale de données culturelles. André Harvey, après avoir occupé des postes de directrice conseil stratégique et chargé de projet au sein d'Agence Web à Montréal, André Harvey a cofondé la Cogency. Et l'autre cofondatrice de la Cogency, c'est Véronique Marino, experte dans l'accompagnement stratégique des organisations du milieu des arts et de la culture face aux enjeux et aux opportunités portées par le numérique depuis plus de 20 ans. Elle a cofondé donc la Cogency avec André Harvey. Alors, dans un instant, nous allons rejoindre les trois en commençant par Anastasia Vaillancourt. Véronique, Anastasia, André, bonjour. Bonjour. Bonjour Bruno. Alors, Anastasia, je vous lance la première question. À quel besoin répond le projet Culturepédia? Quelle est l'hypothèse de départ? Si on veut parler vraiment de l'hypothèse de départ, il faut reculer un peu dans le temps. Donc, on se reporte en 2017. Culture pour tous est déjà engagé à gérer des mesures dans le plan culturel numérique du ministère de la Culture et des Communications du Québec. Dans les mesures déjà connues, il y a le volet numérique des Journées de la culture et le Lab culturel, mais peut-être une mesure moins connue, la mesure 109, qui était une démarche exploratoire pour les nouvelles avenues de financement du numérique en culture. Donc, l'idée vraiment, c'était de voir quelles innovations pouvaient émerger au niveau du financement pour les projets numériques, mais les constats de l'époque, sans surprise en fait aujourd'hui, c'est que le milieu culturel avait pas le niveau de maturité numérique, avait pas suffisamment de littératie pour qu'on puisse vraiment déboucher sur des innovations même au niveau du financement des projets. Donc, de cette étude-là sont ressorties plusieurs recommandations, dont la création d'un centre d'expertise en culture et numérique et la création d'une mutuelle de services également. L'idée, en fait, c'était de pouvoir offrir au milieu vraiment des services et un accompagnement à bas prix, puis tranquillement, pas vite, créer vraiment de l'expertise, mais au sein du milieu, pour que le milieu culturel arrête de se tourner vers l'externe, en fait, vers des consultants externes au secteur de la culture, on s'entend, à l'époque. Donc, nous, en fait, on est parti avec l'idée de la mutuelle, avec André, avec Véronique, avec plusieurs partenaires à l'époque. Donc, là, on parle de 2019. Et on a exploré cette avenue-là, mais rapidement, on s'est rendu compte que la mutuelle est un outil juridique beaucoup trop rigide. Et on est rapidement tombé sur l'idée de la mutualisation, en fait. Et on a passé l'année 2019, disons, on pourrait dire en présentiel et une partie de l'année 2020 à distance parce qu'on était aussi frappés dans notre élan par la pandémie. En fait, à aller un peu partout en concertation avec le milieu pour aller relever vraiment quelles seraient
vraiment les besoins que la mutualisation pourrait combler. On était toujours dans le numérique. À ce moment-là, on n'était pas encore dans la donnée à proprement dit. Mais tranquillement, pas vite, ça s'est révélé, c'est vraiment cette idée-là qui a dominé. Donc, c'était vraiment des besoins en intelligence d'affaires beaucoup à l'époque. C'est là où l'idée de tomber dans la mutualisation de données est ressortie. Donc, à partir de ces constats-là, de ce deuxième cycle de travail-là, on a imaginé comment un grand projet, une grande plateforme de mutualisation de données pourrait répondre à ces besoins-là. Et évidemment, qui dit plateforme de données, réservoir de données, dit aussi gouvernance. Donc, c'est comme ça aussi, à l'aide évidemment d'un partenaire qui planchait déjà sur l'idée de la fiducie de données de son côté. En fait, c'est comme ça où on a décidé de joindre nos forces ensemble et de se dire, OK, il y a l'idée d'une grande plateforme technologique, mais il y a aussi l'idée d'explorer un modèle de gouvernance. Puis nous, on a décidé de se commettre sur le modèle de la fiducie, d'utilité sociale. Mais là, je vous entends sur les différentes étapes qui vous ont mené à la création de la mutualisation, mais est-ce que ça a été aussi, je vais utiliser le mot, complexe pour créer la fiducie? Oui, en fait, je veux dire, on s'entend que à l'époque, on avait un aperçu de ce qu'était une fiducie d'utilité sociale, mais on a, comme je le disais, on construit l'avion en vol. Donc, évidemment qu'on a des juristes, on a des experts, mais on s'entend que le modèle de la fiducie d'utilité sociale n'avait pas été appliqué au monde des données, donc à l'immatériel jusqu'à maintenant. Donc, je dirais que la dernière année, on l'a vraiment passé à avancer tous les morceaux en même temps. Donc, à la fois du développement technologique avec des fonctionnalités très précises, mais en même temps d'avancer cette fameuse fiducie-là qui n'existe pas, qui là, va prendre forme enfin cette année et en 2023, mais qui n'existait pas jusqu'à maintenant. Et là, vous m'amenez à ma prochaine question parce que je vous entendais parler dans votre première réponse de fiducie. En quoi le modèle de fiducie d'utilité sociale est pertinent pour le milieu culturel? C'est sûr que la façon dont on nous l'a vendu, en fait, ce qui est intéressant, c'est d'abord et avant tout le fait qu'on se retrouve dans, oui, un cadre juridique, donc avec des balises très précises, donc vraiment un cadre de gouvernance, mais avec énormément de flexibilité. Et d'ailleurs, on le voit depuis les derniers mois, c'était tellement flexible qu'on a eu au début un peu de mal à se l'approprier parce qu'il y avait énormément d'espace justement pour la construction de la fiducie. Je pense que cet aspect-là de flexibilité est vraiment très intéressant pour le milieu culturel. Donc, de pas se retrouver dans une case très rigide, en fait, de pouvoir vraiment la modeler à l'image de ce qu'on veut faire. Et l'autre aspect, je dirais, qui est vraiment intéressant pour le milieu culturel, c'est l'aspect de la vocation et de l'affectation de la fiducie. Donc, le fait qu'il y ait l'aspect de faire quelque chose pour le bien commun. Donc, de bâtir et de préserver un patrimoine, je pense que ce sont des éléments, en tout cas, je dirais même quasiment des valeurs qui peuvent rejoindre le milieu culturel. Vous avez rapidement évoqué que vous n'étiez pas tout seul. Je suis curieux de savoir avec qui vous travaillez, qui sont les partenaires de Culturepédia? Oui, alors j'y vais un peu avec les acronymes, mais je vais les nommer au complet. Donc, il y a le TIES, Territoire innovant en économie sociale et solidaire, Synapse C. Il y a la vitrine.com, les Arts et la Ville et la FCCF, donc la Fédération culturelle canadienne-française. Et évidemment, les partenaires financiers, on a le Conseil des arts du Canada et Patrimoine canadien qui nous supportent là, dans cette aventure. Dans les premiers que vous avez évoqués, c'est quoi leur rôle? Qu'est-ce qu'ils apportent au projet? D'abord et avant tout, on voulait s'associer avec des partenaires qui, à l'origine, se questionnaient sur la notion de gouvernance de données.
On avait besoin aussi d'avoir des gens qui ont les deux mains dedans, donc concrètement qui mènent aussi de leur côté des projets, soit de développement technologique ou de mutualisation de données. Et évidemment, on a besoin d'avoir des juristes aussi autour de la table. Donc le TIES, comme je le disais au départ, évidemment, est l'initiateur vraiment de la création de fiducies de données. Et du côté, entre autres aussi de la FCCF, c'était important d'avoir un partenaire qui représente aussi des artistes, des organisations culturelles, donc qui peut être le porte-voix en fait de plusieurs personnes, parce qu'évidemment, nous, on fait ça pour le milieu, donc on a besoin d'avoir des représentants solides. C'était pas mal ça qu'on recherchait comme partenaire de démarrage, on s'entend, parce qu'à terme, on parle d'un projet de mutualisation, donc depuis, il y a beaucoup d'autres personnes qui se sont ajoutées autour de la table pour travailler avec nous. Ah oui, c'est autant de partenaires qui viennent enrichir le lac des données puis la fiducie. Mais là, avec tout ce que j'ai entendu, là, la vocation de Culturepédia, ce serait quoi? La vocation de Culturepédia, je trouve que ça vaut la peine que je vous la lise parce que c'est vraiment bien écrit, puis c'est quand même le cœur du projet. Ça va comme suit. La culture et sa médiation avec ses publics sont porteuses d'impacts positifs qui peuvent se décliner sur de multiples axes de la société, dont la santé et le bien-être des individus et des collectivités, la solidarité, la démocratie et la citoyenneté culturelle, le développement économique soutenable, le respect de l'autonomie des personnes, le contrôle démocratique de l'utilisation des données, l'équité, la diversité et l'inclusion et la génération et le partage du savoir-faire. Donc, dans le fond, Culturepédia souhaite soutenir ces impacts positifs selon plusieurs principes, en fait, des principes de gouvernance, donc assurer une gouvernance éthique, prudente et responsable de ces données dans le respect des lois et de la vie privée des individus. Pour la porter, mobiliser les citoyens et organisations culturelles et d'autres secteurs d'utilité sociale provenant des collectivités francophones du Québec et du Canada et d'autres communautés dans le monde. Pour l'utilisation, dans le fond, permettre l'agrégation, la protection et le traitement et la valorisation. Et l'innovation et l'intelligence augmentée, promouvoir l'utilisation à bon escient des technologies, l'innovation et le développement de l'intelligence augmentée au service de la mission de la fiducie. Ça, c'est une méchante vocation. Oui, ben ça tient. En fait, la vocation, c'est vraiment, quand on dit que c'est le cœur du projet, ça a été vraiment notre chantier des derniers mois de réflexion. Il y a eu plusieurs versions. Il faut savoir que la fiducie, la vocation de la fiducie, elle est vouée à être là à perpétuité. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de la pérennité. Donc, c'est important d'être à la fois clair, précis, mais assez large pour avoir une pertinence dans la durée et dans le temps. Donc, on espère que ce sera le cas. C'est intéressant parce que tout au long de la série, ce que je me rendais compte, c'est que dans le fond, vous êtes en train d'utiliser le passé et aujourd'hui pour préparer le futur. Oui. C'est bien dit, effectivement. Mais là, Anastasia, je veux pas jouer au prophète, là, mais on est au début de 2023. Quand vous regardez devant vous, ayant dit tout ça, c'est quoi votre vision, genre, pour 2024, même, rendons-nous jusqu'en 2025? Ben, je trouve que 2025, c'est quand même demain matin. Donc, c'est sûr que la grande vision à long terme, elle est plus pour dans 10 ans, 15 ans, 20 ans. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'idée de Culturepédia, entre autres, c'est d'être capable de faire des avancées assez majeures au niveau de la mesure de l'impact social. Donc, on sait pas pour 2025, ça c'est sûr. Si j'avais un souhait à formuler pour 2025, ce serait d'avoir eu suffisamment de soutien, de financement, d'appui, de participation du secteur culturel pour que la fiducie soit bien lancée et vivante, qu'on ait réussi à développer suffisamment, je dirais, de fonctionnalités et qu'elle puisse prendre son envol, parce qu'il faut savoir que Culturepédia, ce n'est pas la fiducie de Culture pour tous, mais c'est vraiment un projet qui est construit pour le bien commun, pour le milieu culturel. Et pas que, on s'entend. On a une vision très large et globale de la place de la culture dans la société, donc on espère que ça puisse servir à d'autres secteurs aussi. Véronique, je vous vois réagir là au propos d'Anastasia.
Ce qui est touchant quasiment dans ce projet-là, c'est la vision du bien commun, en fait. C'est la façon dont on travaille ce projet dans l'axe du bien commun. Et qu'au départ, il est pensé comme un legs, et puis que ce legs-là, on essaie de s'assurer qu'il va pouvoir s'adapter à la société qui s'en vient. Et c'est ça que je trouve intéressant dans cette vision-là, parce que il y a beaucoup de tentatives de mutualisation de données, de services, de ressources humaines, etc., mais qui sont par nature, et tant mieux, je dirais aussi très ancrés dans le présent. Parce que le présent a aussi besoin beaucoup de soutien, de rassemblement, etc. Ce qui était intéressant dans ce projet-là, c'est qu'on s'est autorisé à sortir un peu de cette voie-là et de se dire, OK, certains s'occupent du présent, et Dieu sait s'ils le font très bien, et s'il y a des très beaux projets qui s'en viennent. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi d'arrimer ces projets qui sont ancrés dans le présent sur un projet qui est, lui, tourné un peu plus vers l'avenir, on va dire ça, et qui travaille beaucoup sur son interopérabilité, parce que il y a beaucoup d'efforts qui sont faits d'une manière conjointe, collaborative. Je veux dire, on a un cercle des partenaires où on se rencontre régulièrement pour parler des projets sur lesquels on travaille, etc., et ainsi faire gagner du temps, des fois à certains d'entre eux, en disant, telle problématique on a rencontrée, on l'a solutionnée de telle façon. Donc on est beaucoup dans le transfert de connaissances aussi, dans le travail collaboratif, dans le travail de mettre en place et mettre en scène la mutualisation. Mais ce qui est intéressant dans ce projet-là, c'est que on travaille à ce que, je dirais, on puisse être attaché au projet, et que l'ensemble des projets qui existent puissent s'y attacher quand tout l'ensemble sera prêt. Donc ça, c'était un des grands enjeux. Puis à date, on arrive à rencontrer cette difficulté-là. André. Oui, moi, j'aimerais peut-être juste rajouter, je ne sais pas si c'était clair, là, mais une fiducie d'utilité sociale, c'est constitué de 3 éléments. Un constituant, des fiduciaires et des protecteurs. Le constituant, c'est l'entité qui démarre le projet. Donc, dans le cas qui nous concerne, c'est Culture pour tous qui a décidé de lancer Culturepédia. Ensuite, les fiduciaires, ce sont un peu l'équivalent des administrateurs, d'un conseil d'administration. Donc, ce sont un groupe, ça peut être 3, 5, 7 personnes, un nombre impair, si possible. Donc, ils vont gérer la fiducie, ils vont s'assurer que toutes les actions qui sont prises sont en adéquation avec la vocation. Et les protecteurs, c'est donc un autre comité qui vont surveiller le travail des fiduciaires. Juste pour clarifier, là, mais la structure d'une fiducie d'utilité sociale, c'est 3 éléments. Donc, on met en place des structures pour s'assurer du bon fonctionnement. Oui, c'est exactement ça. Pour s'assurer que les données sont gérées de façon éthique et responsable. Alors, Véronique et André, merci pour avoir ajouté aux commentaires d'Anastasia. Maintenant, si je regarde le travail que vous avez fait, quel était le rôle et quel est encore le rôle de la Cogency dans ce projet? En fait, notre rôle, c'est un rôle qu'on peut appeler de directeur de produit, on va dire ça. Notre rôle principal, c'était de traduire la vision, et c'est de traduire en fait la vision et la grande vision qu'Anastasia vient de partager, et de traduire ça à travers des fonctionnalités, des règles, des manières d'aboutir à une incarnation de cette vision qui est la fiducie utilité sociale de données pour le milieu culturel. Donc nous, notre travail, ça a été d'abord d'assembler une équipe qui nous a permis de faire toute la réflexion, je dirais, de fond, au niveau à la fois autant au niveau technologique qu'au niveau de l'expérience usagée, que toute la réflexion autour de je dirais de l'enjeu de l'infrastructure autour de cette plateforme-là, et d'arriver à poser autant de questions possibles pour trouver le plus de réponses possibles. Et au fur et à mesure, d'élargir cette équipe-là pour être capable à un moment d'ouvrir vraiment le robinet, je dirais, et de rentrer en mode prototypage et d'arriver à mettre à disposition du milieu un prototype qui va permettre de tester
en fait, l'intégralité de la vision. Donc, on est dans une vision prototypale et pas dans une vision de livraison d'une plateforme, je dirais, à plein potentiel. Donc, l'objectif, c'est de tester l'ensemble de la vision et de s'assurer qu'on avance ensuite vers un produit. Donc, nous, on est vraiment des directrices de projets et des directrices de produits sur Culturepédia. André? La Cogency s'est positionnée aussi en amont prototype dont parle Véronique, c'est-à-dire que lorsque Culture pour tous a lancé l'idée de créer une mutuelle, nous avons fait une veille justement pour voir qu'est-ce qui existait comme mutuelle et nous sommes revenus au bout de la veille en disant, je pense que ça serait plus intéressant d'ouvrir sur la notion de mutualisation qui est une notion beaucoup plus souple. Et à partir du moment où cette notion-là a été acceptée par les partenaires autour de la table, là, on s'est dit, OK, c'est bien, la mutualisation, mais qu'est-ce qu'on veut mutualiser? Est-ce qu'on veut mutualiser des ressources humaines, de l'équipement? Et c'est là qu'on est parti donc dans un processus d'atelier, de co-design sur le terrain, donc avec les organismes culturels. Et c'est là qu'est ressorti donc ce besoin dont faisait mention Anastasia. Les gens ont exprimé le besoin de dire on manque de données pour acquérir une meilleure intelligence d'affaires, pour pouvoir mieux faire notre promotion, mieux cibler nos audiences, ajuster notre offre même. Donc, c'est tout ce processus-là, donc en amont de la veille, de la réflexion jusqu'au prototype. Véronique? Ce qui est très intéressant dans l'ensemble de ce processus-là, c'est que depuis 2019, comme le mentionnait Anastasia et André, c'est la qualité de la relation aussi entre la Cogency et Culture pour tous qui a permis, je dirais, de faire naître un projet aussi, je dirais, flyé en bon chinois, un projet tel que celui-ci, parce que notre relation a été beaucoup basée sur la conversation, en fait. On a énormément échangé sur ce qu'on voyait ressortir de nos ateliers de co-création. On a partagé notre réflexion, nos analyses, toute la veille qu'on a pu faire autour de ce concept-là. Et tranquillement, s'est construit une vision commune vers laquelle on a pu tendre et qui nous a permis de nous accompagner mutuellement dans ce projet-là. Parce qu'avant de le démarrer, il a fallu qu'on le décrive pour être capable de le faire financer. Donc, il a fallu qu'on construise le narratif et ça, on l'a fait, je dirais, à trois têtes quelque part, et il a fallu donc un rapport de confiance très élevé. Et je crois que ce genre de projet-là est vraiment le résultat aussi d'une collaboration entre un fournisseur de services qui est la Cogency et un propriétaire un donneur d'ordre en fait qui était Culture pour tous, et ça démontre la qualité en fait, la qualité de la relation peut permettre aussi et soutient la fondation de projets tels que celui-ci. Anastasia? Oui, je confirme que c'est vraiment un plaisir de travailler avec la Cogency. Je ne veux pas faire de publicité pour la Cogency, mais c'est vrai que si ça perdure sur 2 itérations de projet, c'est bien parce qu'il se passe quelque chose. Mais j'ajouterais aussi, pour faire écho à ce qu'une des intervenantes a dit, Annie Chénier, pour ne pas la nommer dans les épisodes précédents, c'est que oui, un projet de mutualisation de données, mais toujours important de rester près du cœur de mission dans l'organisation qui la porte. Et je pense que dans le cas de Culturepédia, en tout cas dans le cas de tout ce chemin-là qu'on a fait, ça a toujours été comme très important de rester très près de l'ADN et de la vision et de la mission de Culture pour tous. J'ajouterais à ça que j'ai dit plus tôt que ce n'est pas la fiducie de Culture pour tous, c'est un projet pour le milieu, mais je sais que collectivement, on partage aussi cette vision-là. Donc, Culture pour tous n'est pas la seule organisation à porter ce genre de valeurs-là et ce genre de vision-là. Donc, je pense qu'on n'est pas dans le champ, en tout cas, je pense, avec ce projet-là. André? Pour faire ce genre de projet-là, ça demande énormément d'ouverture et de confiance. Parce que c'est un projet innovant. C'est la première fiducie d'utilité sociale en données culturelles, donc dans le monde des données. On construit l'avion en volant, comme le disait si bien Anastasia. Donc, pour être dans une posture comme ça, c'est pas évident. Il y a beaucoup d'insécurité.
Des fois, on est dans le brouillard, mais on continue à se questionner, à avancer, à travailler. Puis à un moment donné, il y a une épiphanie qui se passe et on trouve la voie. Et c'est comme ça du début, depuis le début. Donc, c'est vraiment petit pas par petit pas, mais ça demande énormément de confiance et d'ouverture. Et la Culture pour tous a cette qualité-là. Parce que c'est pas évident pour un donneur d'ordre d'être dans une espèce de situation. Oui, Anastasia, tu peux verser une petite larme. Non, mais c'est vrai, c'est particulier l'innovation. Tu sais pas, tu t'en vas puis tu crées. Tu crées au fur et à mesure. C'est très excitant, c'est passionnant, mais ça demande des reins solides. Véronique? Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles on est allé vers un modèle de gestion du projet qui est un modèle agile. Donc, en fait, où on a décidé de gérer le projet en laissant le projet imposer ses propres limites. Au fur et à mesure, on était capable de progresser et de rencontrer des réponses. Donc, la seule chose qui est au cœur de notre réflexion, c'est le projet. Le plan, bien entendu, le budget, certainement, mais dans le fameux triangle qui différencie une méthodologie agile d'une méthodologie plus traditionnelle, ce qui est au cœur de toutes les décisions, c'est le projet. Et ça a permis de franchir des montagnes absolument qu'on pensait peut-être, je dirais pas infranchissables, mais sur lesquelles on se demandait, mais aurons-nous les moyens intellectuels et financiers de trouver un passage à travers les enjeux qui se dressent devant nous. Et la méthode agile a été certainement la meilleure décision qui a été prise dans ce projet-là et qui est bâtie sur le rapport de confiance. On se fait confiance de prendre toujours la meilleure décision possible pour le projet. Alors là, vous parlez du projet. Ben là, permettez-moi de vous poser la question. Il en est où, le projet, actuellement? Oui, ben actuellement, il y a bientôt un microsite qui va sortir, début de l'année 2023, où là, on va vraiment mettre la table, où on va expliquer c'est quoi une fiducie d'utilité sociale, comment on a appliqué le modèle à une fiducie de données culturelles, qui sont les joueurs, autant au niveau des partenaires que de l'équipe de production qui réfléchit le projet et qui est en train de monter un prototype. Donc, en parallèle, on travaille sur un prototype qui va sortir au printemps 2023, où là, il va y avoir 2 volets dans ce prototype-là, c'est-à-dire le premier volet, ça va être des tests utilisateurs pour tester auprès du milieu la compréhension de ce que c'est que Culturepédia et s'ils comprennent les bénéfices que cela peut leur apporter. Et il va aussi y avoir un prototype fonctionnel où on va démontrer, c'est comme une preuve de concept, où on va démontrer le parcours de la donnée, parcours de données. Donc, dans le cas qui nous concerne, on travaille en premier lieu avec un premier jeu de données qui a été fourni par Culture pour tous, qui sont les données des Journées de la culture de 2014 à 2022. Donc, c'est le premier jeu de données avec lequel on travaille et avec lequel on va croiser des données de géolocalisation pour pouvoir produire une carte de chaleur pour montrer où se déroulent les activités des Journées de la culture. Parce que pour pouvoir répondre à la grande question que Culture pour tous apporte à Culturepédia, qui est comment peut-on mesurer l'impact social, ben il faut d'abord commencer quelque part et on va commencer par montrer visuellement le terrain de jeu, quoi. Où est-ce que tout ça va se situer? André, Véronique, pour ce projet-là, vous avez fait beaucoup de recherches. Vous avez regardé partout pour voir qu'est-ce qui se faisait. Quand vous regardez ce que vous avez vu, là, quels sont les projets qui vous inspirent au Québec ou ailleurs en matière de mutualisation des données? Personnellement, parce que dans la veille, j'irais pas dire qu'on a des chouchous, mais je veux dire, il y a des projets qui peut-être nous touchent d'une manière individuelle un petit peu différemment. Mais je dirais, moi, personnellement, au Québec, il y en a un en particulier qui m'a énormément inspiré et qui est porté sur le territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean et qui aujourd'hui s'appelle les Cosmonautes, mais ils ont développé en fait, une vision de la mutualisation qui est vraiment fascinante parce qu'ils ont exploré l'organisme dématérialisé. Donc l'idée était de construire une OBNL sans mur et qui existait d'une manière virtuelle avec une gouvernance qui est gérée
en particulier sur la plateforme Ethereum, etc. Donc, on parle pas du tout de Bitcoin là, mais on parle de relations, je dirais, de gouvernance qui sont gérées à travers une plateforme telle que Ethereum. Donc, il y a eu cette exploration qui a été extrêmement, pour moi, qui a été vraiment une révélation. Et d'ailleurs, la façon dont ils en parlent est fascinante parce que c'est ce qui nous a beaucoup sensibilisés à la notion de mutualisation. C'est que la mutualisation, ce n'est pas au profit du collectif. Enfin, c'est au profit du collectif, mais ce n'est pas l'addition des besoins individuels. C'est la mise en lumière d'un besoin collectif, ce qui est très différent. Et ce changement-là de paradigme a été pour moi une épiphanie lorsqu'on a eu la chance de les rencontrer au Saguenay dans le cadre d'un de nos derniers d'ailleurs une dernière activité de co-création avant la pandémie, où vraiment cet angle-là a été quelque chose de très fondateur pour moi dans ce projet-là. André, de votre côté? Un projet qui, à l'époque, quand nous avons fait de la veille, n'existait pas encore, mais qui est en cours aujourd'hui, qui est très intéressant, c'est le projet Dialogue de Culture Laval. Ils sont en train de faire un projet de mutualisation de données, un projet pilote qu'ils ont mis en place avec des diffuseurs dans le domaine des arts de la scène où, justement, ils travaillent à mutualiser des données, mais là, on parle plus de données de billetterie ou de données de type plus marketing, alors que nous, Culturepédia, on se positionne dans les données descriptives pour l'instant et dans des données pour éventuellement mesurer l'impact social de la culture. Mais Dialogue est un projet ici au Québec qui est très inspirant. Et lorsque nous avons fait notre veille, il y a le projet Apidae, qui est un projet français dans le domaine du tourisme, qui nous a beaucoup inspirés. Et Anastasia les a rencontrés récemment, d'ailleurs. Oui, directement à Lyon, effectivement. Oui, c'était un projet très inspirant. C'est ça, c'est une plateforme de mutualisation de données en tourisme, mais vraiment intéressante. En fait, ce qui m'a frappé dans ce projet-là, c'est que eux se chargent vraiment du réservoir de données et des fonctionnalités, mais ils favorisent vraiment la création d'un écosystème de services autour de la plateforme. Donc, ils ne fournissent pas tous les services, mais ils créent de l'engagement, en fait, et de la synergie entre différents acteurs, différents secteurs, ce que le tourisme peut couvrir comme secteur d'activité. Puis c'est vraiment très, très intéressant. Puis c'est des outils facilitants aussi pour les différents milieux. Ça aussi, ça m'a beaucoup accroché parce qu'on l'entend encore pas plus tard qu'hier dans un autre atelier qu'on a fait. Je veux dire, ce qui a été dit en 2017 ou en 2019 est encore vrai aujourd'hui. Le milieu a besoin de soutien, d'accompagnement, a besoin d'outils. Donc, voilà, Apidae, c'est une plateforme très, très inspirante aussi pour ça. Véronique, André, en terminant, on a entendu Anastasia en parler un peu, mais puisque vous avez les deux mains dedans et que ça vous avez parlé à bien des gens aussi, et que vous avez passé des heures à réfléchir avec des gens avec ça, si je vous demandais à vous deux, quels seront les bénéfices de Culturepédia pour le milieu culturel, selon vous? Qu'est-ce que ça va être? Je pense que un des premiers bénéfices serait d'apporter une alternative à la culture de la donnée au milieu culturel québécois et francophone, parce que je veux dire, ne serait-ce que par la présence de la FCCF, il y a une vision francophone, donc qui peut être très transversale, très pan-canadienne au départ. Cette alternative de pouvoir dire que Culturepédia est un lieu qui est accueillant pour le milieu culturel, pour justement embarquer dans cette culture de la donnée, à petits pas, en fonction de ses moyens, etc. Mais que le milieu culturel s'est saisi de cet énorme enjeu, parce qu'on parle beaucoup de la capture de l'information par les GAFAM de ce monde, ce qui est une réalité, mais en même temps, qu'ils aient une telle quantité de données, on peut rien y faire, ils les ont. Ce qui est grave, c'est que nous, on n'en est pas. Et Culturepédia est là pour
à mon avis, le premier bénéfice, c'est de répondre à ça. C'est d'instaurer un espace sécuritaire avec une gouvernance éthique, une vision éco-responsable, une vision low-tech aussi, parce qu'on a une vision technologique tournée vers l'avenir. Donc, on tente le plus possible de se dégager du principe de l'usine à gaz, donc de faire quelque chose de très, très fluide en termes de technologie et de très adaptable. Et à mon avis, ça, c'est le principal bénéfice. André? Un bénéfice important pour le milieu, on le voit actuellement, les organismes détiennent des données. Tout le monde a des données, bon, de degrés divers et tout ça, mais ce qu'on entend, ce que les gens nous disent, c'est qu'ils savent pas quoi faire avec ces données-là. Donc, Culture pour tous se présente comme une réponse, en tout cas une aide pour qu'on puisse mutualiser, réfléchir ensemble, comment on peut croiser nos données, parce que si on a des données dans des bases de données privées, fermées, on travaille en silo. On n'avance pas collectivement. Par contre, si on les mutualise, on les met ensemble, on réfléchit ensemble sur qu'est-ce qu'on peut faire avec ces données-là, mais là, on va être beaucoup plus fort. Ça, c'est pour moi un des principaux bénéfices de Culturepédia pour le milieu culturel. J'ajouterais aussi peut-être un bénéfice qui est de l'ordre du patrimoine, parce que le numérique crée une sorte de vide dans l'histoire de l'humanité. Et ça peut disparaître demain. Je veux dire qu'on a peu de traces de certaines choses. Culturepédia, dans sa vocation, qui veut s'inscrire dans les 99 prochaines années, parce que c'est comme ça qu'une fiducie calcule son rapport au temps, est un moyen aussi de commencer à avoir une vraie réflexion sur la notion d'archive, sur la notion de protection de ce que ces données numériques représentent de nous tous. Et que ce qui est intéressant, c'est que Culturepédia est quelque chose qui peut appartenir à l'intégralité de la population. Donc il y a une démarche, une première marche sur l'innovation sociale telle que on peut commencer à imaginer. Mais en même temps, il y a des services très tangibles, de l'hébergement, de la mise en relation de ces données les unes par rapport aux autres, pour en sortir de la représentation graphique, y compris pas seulement géographique, mais graphique aussi de différentes lectures de ce que disent les données culturelles versus l'impact social. Donc, on est dans quelque chose à la fois de très tangible, mais en même temps de quelque chose de très éthérique, mais qui va dans le sens, je pense, de la réflexion globale aujourd'hui. C'est intéressant d'entendre ces propos de l'aquagencé, mais Anastasia, si je vous demandais le mot de la fin, quand vous entendez ça, vous, est-ce que ça vous réconforte dans les bénéfices? Mais oui, certainement, mais je dirais que évidemment, on a une vision assez ambitieuse à long terme, mais en ce moment, on est dans les étapes où je pense qu'on s'éduque tous à travers ce projet-là. Culture pour tous, la première, parce que nous aussi, on a des enjeux au niveau du traitement de nos données à l'interne. Donc, on n'a pas de gêne à dire qu'on est cordonnier mal chaussé, mais qu'on apprend au fur et à mesure qu'on mène ce projet-là. On fait énormément d'apprentissage, puis on a à cœur de le partager avec le milieu, puis de construire tranquillement pas vite, puis d'avoir une meilleure compréhension, en fait, de ce qu'on fait, d'être capable de commencer à établir des projets. Puis on a vraiment pas, c'est pas juste une intuition, on le sait qu'on va générer de la nouvelle information à partir d'informations qu'on détient déjà. Donc la liste est longue, on l'a fait, la liste des bénéfices, on en a une très longue. Mais ça sera à suivre dans le temps et puis voilà. On espère que tout le monde va embarquer dans le projet. Anastasia Vaillancourt, André Harvey et Véronique Marino, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions et merci de clore ainsi cette série de rencontres sur le sujet. Merci Bruno. Merci Bruno. Merci Bruno. Dans ce dernier épisode, nos trois invités ont pris le temps de revenir sur le projet Culturepédia et d'en détailler la genèse, les étapes de création et le rôle de ses différents partenaires. Tout ceci permet de mieux saisir les objectifs de la fiducie d'utilité sociale et ses bénéfices pour le milieu culturel. Initié par Culture pour tous et en collaboration avec ses précieux partenaires, un prototype de la fiducie sera mis en place au printemps 2023 en utilisant les données de l'événement phare que sont les Journées de la culture. Si vous désirez en savoir plus ou si vous souhaitez être associé au projet, je vous invite à consulter le site web www.culturepedia.ca.
Le balado Culturepédia a bénéficié du soutien du Conseil des arts du Canada et c'est une production de GoScript Media pour Culture pour tous. Il a été animé et réalisé par moi-même, Bruno Guglielminetti. Culture pour tous tient à remercier toutes les participantes et tous les participants à ce balado. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Au revoir.